Salut, t'écoutes Souvenirs Gouttes et Gouttes. Dans une vie, on partage toutes et tous des étapes, des événements. On regarde toutes et tous les mêmes œuvres. Pourtant, tout le monde ne vit pas la même histoire. Ici, tu peux écouter l'histoire qu'a vécue une personne à travers un événement, un film, une chanson. Aujourd'hui, Adrien parle de Buffy contre les vampires, d'une rupture et du début de sa nouvelle vie. Donc, on est en mai 2018 et j'ai donc 28 ans. Et je suis avec une fille depuis 5 mois. En fait, on se fréquente depuis 8 mois, mais ça fait 5 mois qu'on est ensemble. Et tout se passe over bien. C'est-à-dire, mais dans tous les aspects de ma vie. Je suis épanoui au boulot, je suis épanoui dans ma vie sentimentale, ma famille, ça se passe bien, les potes, les projets. Parce qu'à ce moment-là, j'enregistre des podcasts, notamment chez moi, je fais ce genre de trucs. J'avance aussi sur des projets de théâtre. Bref, tout se passe super bien. Et forcément, quand tout se passe super bien, il faut qu'il y ait un truc qui parte en cacahuète. Donc un jour, en fait, où moi, enfin, dans cette relation, j'ai vraiment rien vu venir. On voit clairement vers où on va. Et en fait, un jour, on va au mariage de ma cousine. Et on passe une bonne soirée, enfin j'ai l'impression qu'on passe une bonne soirée. Et le lendemain, je rentre chez moi. Et rentrer chez moi, donc ma copine, que j'avais appelée Julie, puisqu'elle s'appelle Julie, m'annonce qu'en gros, voilà, elle a un doute par rapport à nous. Et là, bah, moi, je passe un après-midi de merde à essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est, pourquoi, parce que vraiment, aucun signe avant-coureur. Tout se passait super bien, on était super contents d'ailleurs, voilà, que tout soit si simple. Et s'en suivent 15 jours horribles, mais vraiment horribles, j'ai souhaité à personne. C'est-à-dire que ta relation entre dans la boîte du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, c'est une expérience menée par Schrödinger qui explique qu'en fait, on met un chat dans une boîte dans laquelle on ne peut rien voir, et le chat est mis avec une fiole de poison qui peut se briser ou non. Et donc, Schrödinger explique que tant que le chat est dans cette boîte et qu'on ne l'a pas ouvert, on ne peut pas savoir si le chat est vivant ou mort. Donc en fait, le chat est à la fois vivant et mort, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Et ben moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme ça n'est pas du tout entre mes mains, que je perds complètement le contrôle sur cette situation, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. C'est-à-dire que je sais pas si je sais pas si je dois me battre, je sais pas quoi faire. Moi j'aimerais que ça continue, mais c'est la personne en face qui sait, qui a besoin de temps, tu lui laisses du temps, et puis plus tu lui laisses du temps, plus elle en prend. Quand tu demandes des réponses, on te dit qu'elles n'arrivent pas, on t'en promet pour un certain temps, donc toi t'attends, et puis quand ça arrive, bah non, il n'y a toujours pas de réponse, donc enfin, vraiment, je mange plus, je dors mal. Au boulot, je suis devenu une loque. J'ai eu la chance d'avoir une équipe qui m'a vachement soutenu à cette période-là en me protégeant, en me laissant le temps, si tu veux, de voilà, d'être tout seul avec mon chagrin, quoi. Et donc, voilà, 15 jours où je suis juste en train d'attendre de savoir si je vais continuer ma vie avec cette personne ou pas. Et déjà là, rétrospectivement, j'aurais dû me dire que c'était mort parce que tu peux pas partir 15 jours là-dedans et puis revenir la gueule en fleurs, ça ne serait jamais passé bien entre guillemets. Mais t'espères, à ce moment-là t'espères. Et puis bon, c'est- les discussions sont un peu plus houleuses parce que moi, bah, je vois que pour la première fois dans ma vie, je suis face à un truc que je connais pas, qui est la perte de contrôle sur une situation. Donc si tu veux, ma vie d'avant, j'étais quand même plutôt en maîtrise de ce qui se passait. Parce que ça dépendait que de moi, ou des personnes avec qui je travaillais sur différents projets et tout, mais toujours un peu en maîtrise. Et je m'aperçois qu'en fait, je gère extrêmement mal la perte de contrôle par rapport à ça, quoi. Du coup, la sentence tombe 15 jours plus tard, c'est-à-dire on me dit peut-on se voir. Julie vient dans cette pièce, ici même, dans ce mausolée où nous sommes, et puis elle m'explique que voilà, c'est fini, tout ça. Et moi, en fait, des 15 jours, c'est là que je comprends que le souci est pas que ça s'arrête ou pas, parce que, à vrai dire, ça, c'est une décision, c'est très cohérent. C'est pourquoi ça s'arrête. C'est juste de comprendre. Donc, deuxième problème, je m'aperçois que je suis quelqu'un qui ne peut pas avancer s'il ne comprend pas une situation, s'il ne comprend pas quelque chose. Elle vient,
Elle m'annonce qu'elle a un rendez-vous, genre à telle heure, donc en fait, ça laisse 40 minutes pour rompre avec moi, quoi. Donc déjà, on appréciera la classe de la personne, qui voilà, et moi je me dis, bah, je veux juste savoir pourquoi. Et là, zéro réponse. Et là, ça met en place tout ce qui va arriver derrière, en fait. Tout ce qui va se passer derrière est dû à ce zéro réponse. Et zéro réponse. J'ai quelqu'un qui se mure, qui est en face de moi, se mure dans le silence, quelqu'un avec qui je pensais pouvoir parler de tout et qui d'un coup, là, c'est genre, on parle plus, quoi. On parle plus, on communique plus, on discute plus. Et je suis là, et pendant 40 minutes, j'essaye de me débattre avec simplement cette idée du pourquoi. Et tu l'écoutes, elle comprend pas elle-même pourquoi elle rend avec moi, quoi. Donc ce qui me dépasse complètement. Et, et elle se barre. Elle est revenue un peu après son rendez-vous et tout. Pour reparler de ça, mais au final, on n'a fait que paraphraser. Et donc, j'entre dans cette longue période qui va quand même durer approximativement 1 an et demi d'essayer de me reconstruire sans réponse du tout. C'est là en fait où la situation qui était déjà pour moi mauvaise a empiré. Moi j'ai refusé qu'on reste amis, c'était mon choix personnel. Maintenant, j'étais quand même encore dans cette attente qu'on ait une discussion, une réelle discussion. Je veux dire, même après, a posteriori, ça m'aurait aidé de savoir. Et j'entre dans un processus, et c'est ma grande erreur, c'est j'entre dans un processus où j'écris tout ce que je vis à ce moment-là. Tout, tout, tout. Pour ceux qui ont vu Friends, il y a une période entre Ross et Rachel où ils ont rompu. Et Rachel écrit, je crois, c'est 18 pages recto verso. Bon bah moi c'est exactement la même histoire, 18 pages recto verso, sans la tromperie de Ross avec Rachel, quoi. Et donc j'écris, je gratte, et puis je discute beaucoup, c'est là que tu t'aperçois qu'en fait, t'as vraiment un entourage qui est top, quoi. C'est-à-dire n'importe qui que j'ai appelé, je veux dire, c'est des gens, parfois ils ont 10 ans de moins que toi, parfois ils ont 10 ans de plus que toi, mais ils ont une acuité, tu vois, sur tout ça. Parce qu'on y viendra plus tard, mais c'est la première fois en fait que je vis ça, et ce qui me mènera ensuite vers Buffy, et qui est assez amusant finalement dans le fait de vivre ça, avec 15 ans de retard. L'ironie étant que je ne l'ai même pas regardé en entier, c'est-à-dire que je l'ai regardé jusqu'au temps où je suis passé à autre chose, mais ça a aidé à l'époque. Et tu parles avec des gens, tu essayes d'exorciser, mais vient toujours cette idée que on t'a pas laissé parler en fait, on t'a pas laissé vraiment t'exprimer, dire les choses, puis en 40 minutes tu peux pas, tu vois, processer la chose et expliquer. Ces 35 pages, je les ai pas relues, si tu veux, depuis. Je sais juste que tout ce que j'ai dit dedans, il n'y a rien qui est, comment dire, agressif, qui vise à détruire la personne ou quoi. Il n'y a que ce que je vis en ce moment-là, ce que je pense avoir vécu, que j'ai besoin de coucher sur le papier parce que, pour me dire si j'ai pas quand même pas déconné, tu vois, je suis quand même pas fou. J'écris sur plusieurs jours et c'est comme si tu lisais le journal intime d'une personne. Probablement beaucoup trop intime et il n'y a pas de surprise, ne jamais envoyer à la personne, même si vous pensez avoir toutes les bonnes intentions du monde, le résultat de ça. Faites-le pour vous, mais ne jamais l'envoyer. Parce que la conclusion de ça, c'était bah, je l'aime tellement qu'en fait, même si c'est sa décision, et bah oui, ok, j'accepte. C'est juste, si je peux avoir des réponses, c'est bien quand même. Je fais cette erreur d'envoyer ça à la personne. Et là, je me suis fait insulter comme pas possible. Je suis une merde. Je suis, voilà, destructeur. C'était quoi? Parce que j'essaye d'oublier hein, ces trucs-là. En fait, quand tu lis ces mots-là, t'essaies de les oublier, ils sont gravés dans ta tête, il me faudrait pas longtemps pour les retrouver, mais en gros, voilà, j'étais le plus néfaste des êtres sur la planète. Et en fait, j'ai très très peu communiqué avec Julie suite à la rupture. On s'est donné des nouvelles juste une fois par texto, et ça a été un texto dans un sens puis dans l'autre. Il y a eu cette fameuse lettre, et il y a eu de ma part un mail d'excuses. C'est tout. J'ai appris plus tard qu'elle avait raconté à des gens que je l'avais harcelée, que j'avais pas arrêté de l'appeler, qu'elle avait voulu appeler les flics, tellement j'étais un harceleur, quoi. Alors je veux bien, hein, j'ai envoyé un gros pavé une fois. Mais bon, ça c'est le petit couteau dans le bide en plus, c'est-à-dire te faire traiter pour ce que tu n'es pas, et en plus de te faire endosser une espèce, comme s'il fallait un méchant dans l'histoire, et que c'est à toi qu'on allait confier le rôle de ça. Voilà.
Donc à l'époque, on est au moment où on fait notre spectacle de théâtre annuel, tout ça, parce qu'à Caen, je suis enfin à If plus exactement, je suis dans un groupe de théâtre, on fait un projet. Je me mets la tête dedans, là-dedans, histoire d'oublier le truc. C'est dans les 15 jours qui suivent la rupture, donc j'essaye de me mettre la tête dedans, au moins pour processer. Un détail important est que Julie, on a une meilleure amie en commun. Ma meilleure amie et la sienne, c'est la même. Et qui peut pas m'apporter plus de réponses que ça à l'époque. Elle met du nez, entre guillemets, mais elle peut pas m'en dire plus. Puis elle a raison, elle prend pas parti. Donc voilà. On est, elle est sur une position un peu compliquée, tout ça, mais impartiale. Et c'est là qu'en fait démarre ma seconde vie, puisque j'ai 28 ans, et cette rupture-là va agir dans ma tête comme. Enfin, vraiment avec un impact total, c'est-à-dire que c'est un premier gros chagrin d'amour qui arrive 15 ans trop tard. Moi, je suis sorti avec des filles très très tard. C'est-à-dire que j'ai début de vingtaine. Début de vingtaine, j'ai commencé à sortir avec des filles pour la première fois. Donc, si tu veux, j'ai tout fait avec un léger décalage. Cette histoire-là, un an et demi plus tard, où là, pour le coup, je m'étais dit, la bonne, tu vois. C'est comme tu dis, t'as trouvé le bon et tout, c'est des conneries complètement. Je veux dire, tu le sauras qu'à la fin de ta vie. Du coup, je me retrouve avec ce choc-là d'être rejeté, de pas savoir pourquoi je suis rejeté et de pas comprendre. La violence que je reçois en face, alors que je crois pas demander la lune, tu vois, me paraît disproportionnée. Vraiment disproportionnée. Je veux bien faire des erreurs, je veux bien que la personne soit en colère. Hein. Franchement, elle a toutes les raisons, elle peut avoir extrêmement mal reçu la chose. Mais même dans la façon dont elle reçoit mal la chose, elle explique pas pourquoi elle l'a mal reçue. Je disais, c'est le début d'une seconde vie où en fait je m'aperçois qu'il y a un problème en fait dans comment j'ai vu les choses jusqu'ici. Et la façon dont j'ai vu les choses jusqu'ici, c'est me remettre en question très souvent. Et me remettre en question même dans des situations où j'aurais pas dû. Part du principe que les gens sont bons et qu'en fait la plupart du temps je les connais pas. Là tu vois elle me montre un visage que j'ai jamais vu. Tu te dis mais j'ai vécu avec une espèce de Dr Jekyll et Mr Hyde. L'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr Hyde est un roman écrit par Stevenson. C'est l'histoire de Jekyll, un homme à la double personnalité. Il crée une drogue pour séparer son bon côté, Jekyll, du mauvais, Mr Hyde. Mais une nuit, c'est Mr Hyde qui finit par prendre le dessus. Alors pour n'importe qui de normalement constitué, tu te dirais j'ai bien fait de plus être avec cette personne. Sauf que moi j'étais vraiment amoureux et j'ai mis un an et demi si tu veux à passer au-delà de ça et juste à comprendre la violence du truc. Tout se passe super bien jusqu'à la fin en fait, jusqu'à ce que ça se termine, c'est ça qui est horrible. À un moment arrive quand même ce temps où je me dis, on me dit pas pourquoi, et je me regarde dans la glace et je me dis, en fait elle a la raison, je suis une pauvre merde. Parce qu'à l'époque, c'est chose que j'ai pas encore dit, je pèse 130 kilos. Et moi, à l'époque, j'avais pas de ressenti sur moi néfaste par rapport à ça. Bien sûr, t'es toujours dans l'idée, t'es probablement un peu trop gros par rapport à ce que t'es, mais je suis avec une nana qui, pour le coup, est un fil de fer. Elle m'a jamais exprimé de gêne par rapport à ça. On en parlait de façon en plus très à bâton rompu, parce que dans ma famille, c'était un problème que je sois aussi gros. Et moi, j'étais plutôt tête de blin, tu vois, en mode je m'assume comme je suis bien dans le corps que j'ai, j'aime bien manger, tout ça. Enfin, et mon père et ma grand-mère, notamment, sont des gens qui ont eu des actes assez frondeurs par rapport à ça. Mon père, tu vois, à mon anniversaire, m'offre un livre, Perdre son ventre en 10 leçons, tu vois. Ce qui est assez violent, en fait, comme façon de faire. On en a parlé depuis et il regrette, mais c'est assez violent. Ma grand-mère m'offusque à table, on est en train de manger en famille, elle me dit tu devrais pas en reprendre toi. En plus, tu sais, c'est genre les grand-mères qui te servent des portions XXL. Et j'explose quoi, parce que j'en ai un peu ras-le-bol finalement qu'on essaie de contrôler ma vie par rapport à ça. Puis je me regarde et je me dis c'est ça en fait, c'est ça qui la dégoûte chez moi. Et va savoir pourquoi, je sais pas si c'est une idée de il faut que je prenne un nouveau départ, il faut que je me fixe un objectif, ou même l'idée de c'est qu'une passe, ça se trouve, tu vois, elle va peut-être revenir dans quelques mois. À cette époque-là, t'es encore dans ces trucs-là. Donc je me dis tout est possible, tu vois, tout est possible. Et tant qu'à le faire, autant que ce soit dans les meilleures dispositions. J'avais acheté un vélo elliptique l'année d'avant, donc je faisais un petit peu, et je me suis dit, c'est parti. On, on redescend à un poids normal pour une corpulence normale, et on change par rapport à ça.
c'est ça fait partie d'un truc global, hein, c'est-à-dire que tu remets sur la table toutes tes relations, qu'elles soient amicales, familiales, tu remets sur la table tous tes principes, le fait de se remettre en cause, alors que parfois faut pas, parce que en fait c'est toi qui souffres. Tout bêtement, là dans cette situation-là, moi je me suis remis en cause des mois et des mois et des mois, en me disant mais c'est moi, j'aurais jamais dû écrire cette lettre, est-ce que j'ai pas mal dit ça une fois, enfin, et quand tu le fais trop, en fait, il n'y a qu'à toi que tu fais du mal. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont absolument pas ce gène-là. En fait, je m'aperçois que depuis 28 ans, je vis selon les préceptes que m'ont enseigné mes parents, et que c'est probablement plus les bons. Ça a été les bons, mais dans le monde d'aujourd'hui, qui est vachement plus égoïste, où les gens ont aucun problème à être plus lâches parce que tu te parles beaucoup moins en vrai, tu te parles beaucoup plus en virtuel, puisque bien entendu, hein, les moments où elle a été le plus violente, c'est quand elle m'avait pas en face, hein, c'est le principe même de la lâcheté. Alors ça veut pas dire qu'il faut mettre au chiottes tous ces principes, ça veut juste dire qu'il faut s'adapter à la réalité. Donc j'ai toujours mes principes, qui sont les miens, mais il y a des choses où je dis stop. Voilà. J'essaye de comprendre les gens, et à un moment, quand ça dépasse mon cadre de pensée, ça sort de... J'y pense plus, je mets ça à l'écart, ou aussi loin de moi que possible. Sauf qu'à l'époque, c'était d'une façon, j'ignore un peu que maintenant, c'est beaucoup plus cloisonné. Il y a des gens avec qui j'ai pu traîner à l'époque ou voir, et en fait, ces gens-là sont négatifs. C'est des gens, ils voient toujours les trucs en noir, ils apportent aucune parole bénéfique dans ce qu'ils disent, euh, ils apportent. Enfin, quand t'es avec eux, en fait, t'es dans un truc négatif. Alors que j'ai tout autour de moi des gens qui, eux, sont dans une pensée un peu plus positive. Sans dire qu'il faut être des bénis oui, oui, tu vois, mais cette idée de. Euh, faut faire le tri, en fait. À un moment, faut te dire qu'est-ce qui fait que je suis heureux dans la vie. Quelle personne, en fait, me rend heureux par leur contact, par leurs propos, euh, par. Quelle personne me fait dire je suis content que cette personne-là soit sur la planète, tu vois. Mais pour en revenir à ça, donc voilà, je me vois dans le miroir et je me dis, bah ouais, ça doit être ça le défaut. Et en fait, elle l'a pas dit, tu vois. Voilà. J'en suis qu'à moitié convaincu à l'époque. Parce que je me dis, c'est quand même énorme. Et puis, pour le coup, c'est un problème sur lequel tu peux agir. La preuve, il est temps que j'ai agi dessus. Donc je me mets à monter sur le vélo. Et c'est là que je fais la rencontre de Buffy contre les vampires. C'est complètement pragmatique, exactement. Bon, Buffy, ça fait des années que ça me fait de l'œil et que je me dis, il faut que je la regarde. Ça fait partie de ces séries, les X-Files, des trucs comme ça, où je me dis, il y a un moment dans ma vie où je me les ferai, parce que bah, moi, voilà, j'aime beaucoup la pop culture, que ce soit les films, les séries télé, j'en regarde beaucoup, et j'aime bien, grosso merdo, depuis le début de ma deuxième vie, comme je le qualifie comme ça, depuis 2 ans, j'aime bien finalement être plutôt archiviste des choses, c'est-à-dire regarder des trucs très vieux, que découvrir des nouvelles choses, même si j'en découvre pas mal aussi, mais ça m'intéresse moins. On retombe un peu aujourd'hui sur des formules déjà usitées, tout ça. Donc je me dis, tant qu'à faire, plutôt que de me lancer dans la série dont tout le monde parle pour en parler autour d'un apéro, autant que je regarde un truc qui m'intéresse depuis longtemps et qui me fera plaisir. Et c'est très pragmatique. Je me suis dit, je vais faire 1h20 de vélo, ça fait 2 épisodes de Buffy. J'ai dit impeccable, parce que pendant l'été, t'as plus de 60 jours et tout. Tu te dis, tu vas te faire toute la série. Bon, bien entendu, tu te la fais pas tout en entier parce que tu regardes d'autres choses de temps en temps, mais je me dis, c'est le bon moment, je vais regarder Buffy contre les vampires. Pour situer aux gens, Buffy contre les vampires, c'est une série de Joss Whedon, qui a déjà maintenant plus de 20 ans, bientôt 25, et qui raconte les aventures de Buffy Summers dans la ville de Sunnydale. C'est une adolescente, en tout cas au début, c'est une lycéenne, et elle a une mission, elle est la tueuse, qui doit voilà, repousser les forces du mal. Elle a une mission voilà, sur la planète, c'est une espèce de super-héroïne qui doit patrouiller la nuit pour tuer les vampires, puisqu'elle se trouve à Sunnydale, et Sunnydale est l'endroit par lequel se déclenchera l'apocalypse. Voilà, très probablement. Elle est entourée d'une bande d'amis. Durant les épisodes, soit ils affrontent un monstre, soit c'est des épisodes un petit peu plus longs qui déroulent une histoire un petit peu plus voilà, fil rouge, et ce sur 7 saisons. Plus un spin-off qui est Angel. Voilà.
pour situer la chose. Et je monte sur le vélo à la base pour regarder cette série et me dire la découvrir, quoi. Et je sais à l'époque, on parle de cette série en disant ouais, alors les maquillages sont péraves, le fantastique c'est quand même très kitschose, tu vois. Et déjà, j'étais tombé sur des épisodes en 99, tu sais, dans la fameuse trilogie du samedi. La trilogie du samedi est un programme diffusé sur M6, fin des années 90. 3 séries se suivaient le temps d'une soirée. Il y avait par exemple Charmed, X-Files, Stargate ou encore Prison Break. Et donc Buffy contre les vampires. Et j'étais tombé sur des épisodes, et déjà à l'époque, alors que t'as 9 ans, tu te dis, oh, c'est un peu cheapos, quoi. En parallèle, je lis la biographie du créateur, Joss Whedon, qui a fait d'autres choses pour le cinéma et tout, et qui est un mec qui m'intéresse dans le boulot. Et je lis le truc et je m'aperçois qu'en fait, il y a mis beaucoup plus que je ne pensais. Et on m'avait dit, dans Buffy, ce qui est pas important, c'est pas important le fantastique, ce qui est important, c'est les personnages. Il y a mis du Shakespeare, il y a mis du teen drama de l'époque, quoi, qui parle des problèmes des adolescents. Et je me retrouve donc avec le personnage de Buffy Summers. Je regarde les 3 premières saisons durant cet été-là, en fait. Ce qui porte ses fruits, en fait, c'est pour le coup, si on parle de la perte de poids, je perds beaucoup de poids durant cet été-là, voilà. Jusqu'à quasi un an plus tard, avoir perdu 40 kilos, en fait. Jusqu'ici, on vous a épargné le spoil. Mais si vous comptiez regarder Buffy, revenez plus tard. Et je regarde Buffy et je découvre l'histoire de cette jeune fille qui, pareil, est dans ses premiers émois enfin, elle est dans ses premiers émois adolescents. Moi, je suis 15 ans plus tard. Réalisons le truc, hein. Et donc, elle est dans ses émois adolescents, elle tombe amoureuse d'un vampire qui s'appelle Angel. La relation se passe vachement bien. Elle aussi, elle vit une relation quasi idyllique durant une période. Et en fait, il y a un secret, alors je spoil un peu, mais Angel, s'il tombe amoureux, c'est une astuce de scénario, mais Angel, s'il tombe amoureux, il retrouve son, comment dire, son âme de vampire. En fait, il a 2 âmes. Il était un vampire pur, méchant et tout, et des gitans lui ont jeté un sort et lui ont donné une âme. Ce qui fait qu'en fait, il est humain. Il a toujours les attraits du vampire, mais il est humain. Donc lui aussi, il chasse les vampires. Voilà, pour dire grosso modo. Mais les gitans, pour le punir quand même, parce que voilà, c'est un sort qui a à double tranchant, si jamais il tombe amoureux, et il tombe vraiment amoureux, il redevient Angélus, donc le mauvais vampire. Et comme il tombe amoureux de Buffy, c'est ce qui se passe. Donc en fait, Buffy, alors qu'elle vit une super relation, s'aperçoit que, enfin, un matin, Angèle devient un gros connard. Mais vraiment, à lui dire que voilà, ils ont baisé la nuit dernière, mais que lui, il l'a trouvé très frigide, tout ça. Enfin, c'est très très agressif pour le personnage. J'étais même étonné en regardant le truc, tu vois, de me dire, oh la vache, et enfin, c'est très violent à recevoir. Et bah, ce qui sonne un peu la fin de la relation, quand même, elle, bah, qui comprend pas pourquoi il est devenu comme ça, voilà, donc c'est révélé un peu plus loin dans la série. Et à la fin de la saison 2, à la toute fin de la saison 2, c'est Angèle le méchant en fait. À chaque saison de Buffy, t'as plus ou moins un grand méchant, et c'est Angèle le méchant de la série. Et comme dans toute œuvre pop culturelle qui est un tant soit peu intéressante et un tant soit peu bien écrite, tout ce qui est extrapolé d'un point de vue imaginaire est en fait une métaphore très littérale pour des choses qui arrivent dans la vie. Et en fait, Buffy, la seule solution qu'elle a pour sauver le monde, et donc sauver son monde, c'est de tuer Angel. Ce qu'elle fait. Déjà, au fur et à mesure des épisodes, je me dis, oh la vache, c'est pile ce que je vis en ce moment. Enfin, tout en termes d'identification fonctionne à balle, parce que je suis dans ces mécaniques-là. Je me dis pourquoi la personne me traite comme ça, pourquoi tel personnage rend compliqué une situation qui n'a pas du tout à l'être. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Bah, moi, dans ma vie d'avant, et enfin c'est toujours un peu ça maintenant, parce que pour le coup, ça c'est pas un truc que j'ai trop changé. Je me dis pourquoi rendre les choses complexes, pourquoi complexifier les choses, tu vois. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Je vois pas pourquoi on devrait anticiper le fait que ça va peut-être mal se passer, ou que peut-être ça va se terminer, ou que c'est tellement bien que peut-être on ne le mérite pas, tu vois. Enfin, il y a probablement plein de raisons à ça. Mais comme moi, si tu veux, je me suis toujours senti assez équilibré. J'ai jamais trouvé utile, si tu veux, d'inventer des problèmes qui n'en sont pas. Et dans Buffy, t'as plein de moments où ils sont comme ça, où je me dis, mais pourquoi ils s'inventent des problèmes alors que tout se passe bien, tu vois. Ça te rend un peu fou, tu vois. Mais je suis dedans, tu vois, je m'identifie à tous les personnages, je m'identifie bien sûr beaucoup à Buffy, pour ce qu'elle vit. Et je lis le truc et je me dis, enfin,
parfois faut pas chercher, c'est ça le truc. Faut que je tue Julie. Mais pas du tout en fait, c'est pas ça la question, mais il faut que j'oublie cette personne, faut que je me débarrasse finalement de l'emprise juste mentale qu'elle a sur moi, tu vois, quand tu te réveilles pendant des mois en pensant à la personne et la première chose que tu fais c'est serrer les poings, serrer les dents, il y a un gros problème, t'as laissé entrer la violence, t'as laissé entrer la haine chez toi, des sentiments que j'ai jamais connus, donc il y a ça aussi à affronter et à dealer avec, et c'est pas drôle, hein. Pour qui l'a déjà connu, je pense qu'il sait exactement de quoi je parle. Quand t'as la haine contre quelque chose, quand t'as de la violence en toi, et qu'en plus tu te bats pour pas la faire surgir, bah tu décharges ça dans le sport, tu décharges ça autre part, mais t'essayes de faire la personne civilisée, mais je comprends qu'il y ait des gens qui pètent les plombs. Et encore une fois, je vais le répéter, j'aurais eu les raisons dès le début, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là, tu vois. Pour en revenir à Buffy, je suis le truc et je me dis, putain, mais c'est exactement, je suis en adéquation. Et l'ironie me saisit, si tu veux, de me dire, c'est une série faite pour les ados, qui est censée parler aux ados, qui vivent les mêmes choses que les personnages de la série, et en fait, je suis en train de vivre une crise d'adolescence. Mais à rebours. 15 ans plus tard, tu vois, j'ai 15 ans de décalage sur ce que j'aurais dû vivre. Comme tout le monde, j'ai eu une crise d'adolescence, mais qui s'est pas exprimée de la même manière. C'était pas sur les mêmes sujets, c'était pas sur les mêmes choses. Moi, j'étais plus dans l'idée de comprendre ma place par rapport à un groupe, par rapport, dans la société, par rapport au truc, tu vois, plus sur ces choses-là. Pas d'un point de vue sentimental et de relations humaines. Pas vraiment dans ce point de vue-là. Et là, boum, ça te tombe dessus. Buffy, en fait, me fait du mal et me fait du bien en même temps. C'est-à-dire, elle me fait du mal parce qu'il me dit que ce que je vis, c'est effectivement anormal, on ne devrait pas vivre ces choses-là, avoir la haine, avoir la violence, parce que c'est ce que vivent les personnages aussi. Et pour le coup, c'est très très bien écrit de ce point de vue-là, quoi. Tu sens que c'est un gars qui a dû vivre ce genre de choses. Enfin, il l'a même vécu, puisque quand je l'ai lu, c'est assez logique, quoi. Et en même temps, elle me fait du bien, parce qu'elle me dit, ça n'est pas arrivé qu'à toi. Euh, c'est arrivé il y a 15 ans, tu vois, dans cette série. Ça n'est pas arrivé qu'à toi. C'est l'histoire de la marche du monde. Tu devrais en passer par là. Et là, ce que te montre aussi les autres saisons après, enfin en tout cas la saison 3, c'est qu'il va y avoir autre chose. Et d'ailleurs, le début de la saison 3, c'est Buffy, elle a tué Angel, et elle quitte Sunnydale, elle va à Los Angeles et elle essaye de commencer une nouvelle vie. Ce qui a été mon cas aussi en fait. Moi je décris, ça fait maintenant quelques temps que j'ai pris du recul par rapport à ça. J'ai eu 28 ans d'une première vie, et à partir du moment où j'ai décidé de perdre du poids, de me lancer dans le stand-up, enfin tous ces gros cheminements-là, à partir du moment où j'ai décidé ça, je suis entré dans ce que j'appelle la deuxième vie, qui est bien meilleure, à tout niveau. Et j'aurais aimé ne pas en passer par des moments aussi durs, parce que c'est 1 an et demi de colère, c'est très très dur. Pour les nerfs, pour l'entourage, qui te voit partir en cacahuète sur en colère sur certains trucs, tu vois. Donc tu restes sur tout ça, et en même temps, je suis content que ça ait changé. Je dirais jamais merci à cette personne. Jamais. Je l'ai dit, malheureusement, parce que quand après je me suis lancé dans le stand-up, j'en ai parlé sur scène. Je l'ai dit, merci, c'était une grosse erreur. Je n'ai pas à remercier cette personne, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même. Et je vais surtout pas la remercier pour m'avoir foutu dans ce mal-être constant et tout. Et d'ailleurs, si je la recroisais, ça se passerait extrêmement mal, je pense, parce que là, je serais en force. Je serais plus du tout dans l'idée de me dire je m'écrase, j'essaye de pas me brusquer la personne. Là, pour le coup, je pense que je. Et j'en ressens encore le besoin parfois par rapport à ça. En tout cas, Buffy, pour revenir là-dessus, était vraiment un bon médicament, quoi. Une bonne catharsis émotionnelle. J'ai compris en fait pourquoi pas mal de gens l'avaient recommandé. C'est un truc qui est hyper étudié dans les universités américaines pour plein de raisons, parce que ça a été en avance aussi sur pas mal de thématiques LGBT, sur aussi l'utilisation de Shakespeare dans la fiction contemporaine, comment on pouvait traiter, sur la figure du féminisme aussi, ça a été vachement étudié pour ça, mais c'est vrai que d'un point de vue premier degré total, c'est surtout une grosse catharsis émotionnelle. Plus général, certes j'ai beaucoup regardé Buffy à cette époque-là, parce que je me suis dit en plus ça me permet de me concentrer sur un truc, tu vois. Je rentre le soir, à l'époque j'ai envie d'être tout seul, enfin j'ai envie d'être tout seul avec plein de monde, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire
je veux effectivement voir plein de gens, discuter avec plein de gens, mais j'ai besoin de moments où en fait je suis concentré sur mon truc. Et mon truc c'est, je rentre ici, je m'habille, je vais sur le vélo, je fais mon heure 20 de vélo, je suis content d'avoir brûlé tout ça de calories, je prends un tout petit repas, je regarde d'autres choses, ou je sors avec des copains, voilà, mais j'ai besoin de me tenir occupé. Et en fait, tout ça est une petite ritualisation utile pour ces trucs. C'est un mix de plein de choses. Les discussions que j'ai pu avoir avec mes amis ont été grandement impactantes. D'autant que eux voyaient des choses que moi je voyais pas. Parce que il y a toujours trois versions à une histoire. Il y aurait la mienne, il y aurait celle de Juré et il y aurait la vérité. Libre aux gens qui écoutent de ne pas me croire. J'ai toujours été du côté des faits et de comment ça se passe et de comment ça s'est passé. Je vais pas me donner le beau rôle si je l'ai pas. J'estime pas avoir le beau rôle. J'ai ma part d'erreur, je l'ai dit avec cette lettre et tout. Mais j'assure que tout ce que je dis est la vérité par rapport à ça. Et que du coup, sur cette question-là, quand tu poses la vérité aux gens, que tu leur expliques l'histoire, parce qu'il y a plein de gens avec qui gèrent tes contacts aussi. Tu vois, parce que bah, forcément, quand tu es avec quelqu'un, tu perds un petit peu de vue les gens. C'est une erreur, ça d'ailleurs, que je ne devrais pas refaire. Tu perds un peu le contact avec les gens parce que voilà, t'es à ton histoire, tu te recrées un quotidien avec la personne. J'ai rencontré des gens, je leur ai exposé simplement les faits, plus décrits encore que ce que j'ai dit là, et ils m'ont dit, mais elle est folle, juste point barre. Mais tu sais, moi ça me faisait un peu mal de l'entendre parce que c'est quelque chose de dur à entendre sur une personne. Et en même temps, au fur et à mesure, quand tout le monde te dit ça, quand tu le poses, c'est compliqué. J'ai même parlé à une psychiatre un peu plus tard parce qu'à un moment, tu te dis, bon, je vais y aller, tu vois, pas plus con qu'un autre, je vais tout tester. Donc je suis allé voir une hypnothérapeute, j'ai fait 2 heures d'hypnothérapie avec une personne, je lui ai exposé les faits de cette manière-là et tout. Déjà, elle m'a dit de pas m'en vouloir pour la lettre, donc si tu veux que tu aies quelqu'un d'extérieur qui te dise, voilà, ça c'est quand même sympa, mais c'est surtout, elle m'a dit, et on se reverra pas. Parce qu'en fait, tout ce que vous me dites, c'est clair, c'est logique, c'est carré. Donc en fait, ça va se débloquer parce que vous êtes logique. Ce qui n'est pas forcément le cas de la personne que vous me décrivez. Donc, si tu veux, ça dresse pas forcément un super portrait. Tu te dis, voilà, ouais, j'ai été dans l'erreur, j'ai perdu du temps, tu vois, avec la personne. Mais en même temps, ça aide un peu à mieux aller, quoi. Non, non, et la guérison, elle a été en plusieurs étapes. Hein. Elle est au fur et à mesure. Tu parles avec les gens, d'autres personnes le vivent, tu écoutes le récit d'autres personnes. Puis des gens se livrent. Tu vois, des gens en parlent. Alors qu'ils n'en parlent pas forcément comme ça. Moi, je pense qu'on peut parler de tout de façon un peu ouverte, mais parfois, du coup, c'est un peu impudique pour les gens. Et comme là, tu es dans une position comme ça, bah, tu as des gens qui se disent je vais m'y autoriser. Parce que tu entends des parcours de vie, des relations qui n'ont pas marché, qui se sont arrêtées, qui ont repris. Tu as des gens qui sont 3 ans ensemble, qui sont pendant 3 ans séparés, et puis qui reviennent ensemble, et c'est encore mieux qu'avant. Des trucs comme ça. Alors, bon, c'est pas forcément le genre d'histoire que tu as envie d'entendre à l'époque, parce que toi, tu es dans l'idée que voilà, tu as perdu quelqu'un qui était important, mais tout va petit à petit. Il y a le fait que ton corps change, qu'on te le dit, et puis il y a aussi tout le rapport à la pop culture, parce que comme j'ai regardé Buffy, mais j'ai regardé aussi d'autres choses, et tout d'un coup, toutes les visions que j'avais sur les films, sur tout ça, a légèrement changé. J'étais plus en identification avec les personnages parce que d'un coup, j'avais une expérience de vie qui était autre et qui me permettait de voir les choses autrement. Un truc tout bête, tu vois, mais j'ai revu les Spider-Man, la trilogie Spider-Man pendant ce truc-là, que j'aime beaucoup. Je la revois, elle m'a impacté comme jamais. Parce que d'un coup, je comprenais exactement tout ce que disaient les 3 films à un niveau supérieur. En fait, ça m'a même aidé, je pense que tu vois, ça m'a permis de mieux comprendre certaines choses. Et aussi d'être beaucoup plus en fait, ça m'a encore et un peu plus équilibré. Je pense que j'allais tranquillement vers ça. Et il y a eu ce gros choc qui clairement m'a fait franchir la barrière de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est même peut-être un peu trop droit dans ce que. Et en même temps, je le vis beaucoup mieux. Ça a été en plusieurs étapes. Et puis il y a bien sûr le stand-up derrière. Où du coup, ça m'a donné un coup de pied aux fesses pour une envie que j'avais, mais qui était latente. Et qui d'un coup est devenue une urgence. Et de cette urgence fait que, bah, tu vois, je me suis lancé, que c'est cool, ça a bien marché. Moi, ça m'a permis d'exorciser sur scène. Puis j'ai continué, j'ai commencé à parler d'autres choses. Je parle un petit peu de ça, mais j'ai commencé à parler d'autres choses, tout ça et tout.
Et puis bah voilà, maintenant, 2 ans après, tu vois, je vais écrire un spectacle qui reprendra en partie ce genre de choses parce que j'ai un angle sur le spectacle qui a beaucoup à voir avec ce qu'on est en train de se raconter là. Il n'y aura pas Buffy dedans, désolé, mais, mais qui aura beaucoup à voir là-dessus. Et au final, tu vois, c'est encore une étape, c'est encore un aboutissement. Les réponses viennent forcément à un moment ou à un autre et elles sont pas venues de la meilleure des manières. C'est-à-dire que j'ai ma meilleure amie, j'ai commencé un an après à avoir un peu des. Je trouvais bizarre, si tu veux, que chaque fois que j'essaye d'en parler, elle coupe court aux discussions, elle était toujours dans ce côté équitable, mais forcément, t'as envie d'en parler avec la personne. Et puis, j'avais pas l'impression, si tu veux, enfin, c'est même pas j'avais pas l'impression, je ne, tu vois, encore une fois, se remettre en question. C'est que je ne demandais pas de nouvelles de Julie, je n'ai jamais été revoir son profil Facebook, je ne l'ai jamais recontacté. J'ai commencé à me demander, à me dire qu'il y avait un problème, c'était en juin 2019. Je passe le détail, c'est à une soirée, voilà, et j'ai entendu des choses qui m'ont pas fait plaisir en fait. Et je me dis, c'est un peu bizarre. À l'époque, je processe encore très mal dans ces trucs-là, plutôt que d'affronter directement, j'attends que la personne vienne se rendre compte du malaise qu'il y a. Ce qui est une stratégie débile, sachez-le, faut jamais faire ça. C'est-à-dire, soit vous coupez les ponts complètement et vous expliquez pas, ce qui est un peu nul, parce que du coup c'est ce qu'on m'a fait et j'ai pas envie de le faire, soit bah, vous faites comprendre qu'il y a la chose. Mais au bout d'un moment, quand la personne s'en aperçoit pas, boum, c'est moi qui mets un peu les pieds dans le plat. Et on se voit en septembre 2019 et on discute de ça, pour une fois un peu à bâton rompu. Et je m'aperçois qu'en fait, depuis le début, elle sait pourquoi. Elle, elle sait la raison. La raison, surprise, c'était celle que je m'étais dit, sans en penser que c'était une certitude. Et enfin, en tout cas, je pense que c'était pas l'unique raison. J'espère que c'est pas l'unique raison, mais c'était ça. J'étais trop gros. Maintenant, je sais pourquoi elle l'a pas dit. Quand tu dis ça à quelqu'un, première chose que tu te dis, c'est je suis une merde. Je juge à l'aspect physique, je suis. Enfin, c'est nul de penser ça. Donc t'es pas clair avec toi-même. Et plutôt qu'affronter, si tu veux, ta propre bêtise, et au moins avoir une once de courage pour dire la chose à la personne, aussi dur, moi j'ai toujours dit, aussi dur que soit la vérité, quiconque l'a déjà dit à quelqu'un, quiconque a déjà dit la vérité à quelqu'un, c'est le bien que tu as derrière. Tu te dis, au moins j'ai dit les choses. Voilà. Ça peut être dur, on peut s'engueuler, mais au moins j'ai dit les choses. Et elle, plutôt que de dire les choses, plutôt que de m'aider à aller mieux, parce que ça m'aurait clairement aidé à aller mieux de me dire, eh ben écoute, c'est ce qu'elle pense. Euh, c'est très décevant. Effectivement, je l'aurais probablement mal pris, mais au moins j'aurais pas mis tous ces mois à remonter la pente, quoi. Parce que j'aurais su, il y aurait une raison, il y aurait une logique. Et non, plutôt que de faire ça, on se protège, on dit rien, parce qu'à partir du moment où on va le dire, on va apparaître aux yeux de la personne pour quelqu'un pour qui on est vraiment. Et en fait, plutôt que de laisser une mauvaise image d'elle-même, alors que voilà, c'était ça la raison, elle a préféré se casser et rien dire, tu vois. Et mon ami, c'est ça depuis le début. Bah moi, je l'ai senti comme un couteau dans le dos. Je me dis, c'est une personne en qui j'ai confiance, c'est une personne duquel je respecte l'idée qu'elle soit équitable, et elle fait ça, quoi. Mais quel genre d'ami c'est, tu vois. C'est dur, hein, tu sais, c'est dur de se dire ça. Hein. T'es là et tu te dis, t'es face à. C'était dans cette même pièce aussi, décidément, il se passe que des bonnes choses ici. Mais alors elle a très mal réagi quand je lui ai dit que moi ça m'aurait aidé et que je comprenais pas pourquoi elle l'avait pas dit, d'autant que c'était peut-être la seule chose que j'ai demandé, c'est si toi tu sais quelque chose, enfin tu sais la raison, donne-la moi parce que ça va vraiment m'aider, ça m'empêche d'avancer. Et non, elle a préféré le cacher, alors pour X raisons, apparemment pour me protéger, tout ça et tout. Le problème c'est que j'ai eu un blocage mental par rapport à ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai su qu'elle avait menti, plus rien de ce qu'elle pouvait me dire ne passait. Au moment où j'avais le plus besoin d'elle, elle a, par cette action, choisi quelqu'un d'autre. En fait, c'est comme pour tout. Dans la vie, je déteste les gens qui font des choses et qui derrière claironnent, qui sont des modèles de vertu, de valeur, tout ça et tout. Mais pour tout domaine, hein, vraiment pour tout, tout, tout. Donc si tu veux, quand on te dit je suis quelqu'un d'équitable, je prends pas parti, et qu'on t'apprend 1 an et demi après qu'elle avait la clé pour m'aider et tout, bah là tu te dis, enfin, je suis avec la reine du bullshit quoi.
Et bah voilà, et j'ai coupé les ponts avec ma meilleure amie. Donc au final, tu vois, ça a eu un dommage collatéral quand même assez énorme. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je suis toujours pas prêt à pardonner et elle me recontacte je peux pas en fait. J'ai encore, et c'est con de ma part, hein. C'est probablement con de ma part parce que ça la fait souffrir, qu'elle comprend peut-être pas totalement la situation, ce dont je doute parce que je pense avoir quand même été assez clair dans le pourquoi. Mais voilà, tu vois, c'était un peu comme se couper un bras, mais c'était nécessaire aussi pour m'aider et tout. Là, on est dans la troisième. Moi, je me suis donné 2021 pour me dire, je suis complètement fini avec cette histoire. Mais ça me bloque pour plein de trucs. Ça me bloque. Comment tu veux derrière refaire confiance à une fille, tu vois, refaire confiance dans une relation, quand tu as vécu pendant 8 mois une relation idéale qui s'arrête du jour au lendemain pour tu comprends pas pourquoi. Comment tu peux derrière. Et je laisse passer des gens super. En fin d'année dernière, j'ai laissé passer une fille super. Par peur, par X trucs, tu vois. J'espère que c'est pas totalement mort. Et aujourd'hui, quand je vois des amis à moi qui vivent des situations où eux, pour le coup, il y a de la tromperie, et c'est pareil, tu vois, ça me rend dingue. Et ça me rend dingue. Je comprends pas qu'on puisse infliger aux gens, si tu veux, le résultat de sa lâcheté. Pour le coup, si c'est un de mes principes qui reste, c'est celui-là, tu vois. C'est de me dire pourquoi on. Merci, ça doit être un des parents. Qui dit arrête de raconter des conneries à la radio. Je comprends pas en fait pourquoi on va aller tromper par exemple sa copine avec quelqu'un. Ça pour le coup, pour moi, c'est un level supérieur encore de lâcheté quoi. Aller tromper sa copine avec quelqu'un. Et plutôt que d'assumer, de dire à la personne, c'est aussi un peu ta faute, tu vois. Enfin, j'entends des trucs comme ça, mais moi ça me rend dingue. Je dévisse, je dis, vas-y, prends la voiture, on va aller voir la personne. Et entre guillemets, quand je vois déjà moi comment j'ai vécu la situation à ma petite échelle, qui est finalement un truc un peu simple, il y a eu de la violence, il y a eu le truc à dégénérer dans des proportions que je n'aurais jamais imaginées et que je regrette, enfin j'aurais jamais voulu que ça aille dans ces dimensions-là. Quand j'entends des histoires encore pires, je me dis mais qu'est-ce que ça doit être pour les personnes. Tu vois, ça a renforcé pour le coup par contre une empathie qui me faisait peut-être un peu défaut, tu vois. Je, J'arrive un petit peu plus dans la vie, tu vois, à être j'ai pu être un peu sec, tu vois, sur certains trucs parce que je connaissais pas les situations. Et en fait, d'avoir eu cette expérience-là aussi de ton côté, te fait te dire, c'est peut-être bien aussi de parfois être juste un peu plus empathique parce que tout le monde réagit pas de la même manière. Pour parler un tout petit peu de Buffy au final, et puis de parler de la plus grande histoire qui est le vrai choc. Qui en plus a été suivi par d'autres chocs aussi. J'ai eu parce que quand je parlais de rebalancer toutes tes cartes morales, j'ai aussi eu décès de mon oncle en fait en octobre. C'était une bonne année en 2018, vraiment super moisson. Moi, t'as jamais une personne qui a autant souhaité bonne année qu'au réveillon de 2019, c'est sûr. Mon oncle est décédé il avait la fin de quarantaine il est décédé d'un cancer et c'est genre pour moi, l'exemple du mec bien dans la vie, quoi. Le gars, il a tout fait bien, toute sa vie. Il a pas coûté un centime à la société. Il a tout acheté Made in France toute ma vie. Il a tout payé plein pot, tu vois, pour faire vivre des entreprises. Jamais un mot plus haut que l'autre. Je l'ai jamais entendu dire de mal de quelqu'un. Le gars, mais une crème au boulot, dans la famille, dans les amis. Vraiment, hein, je te dresse le portrait d'un ange, mais parce que de tout ce que je connais de mon oncle, ça a toujours été ça. Et mon oncle, il a été récompensé d'un cancer, tu vois. Et il est mort tout seul, enfin, il est mort, voilà, je lui ai jamais connu de petite copine. Le truc un peu dur, c'est qu'on a appris aussi qu'il aurait voulu fonder une famille, et il l'a dit dans les derniers temps à mon père, tu vois. Et voilà. Et quand tu fais tout bien dans ta vie, quand tu essayes de vivre selon des principes et tout, voilà ce qui arrive. Ça te donne une sacrée leçon de vie quand même, tu vois. T'es là, tu te dis, en fait, je veux dire, il y a pas de justice en fait. C'est pas parce que tu vas bien te comporter avec les gens que qu'entre guillemets, tu vas avoir une meilleure vie. Alors maintenant, je te nuance ça en disant que c'est pas une raison pour se comporter comme une ordure. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je dis juste que parfois, à trop vouloir bien faire les choses, à trop vouloir finalement ne pas dépasser, être avec les gens du mieux possible, bah, au final, tu vois, tu t'oublies et au final, tu décèdes
en n'ayant pas accompli la moitié des choses que tu voulais accomplir. Donc en fait, la moralité, c'est peut-être que parfois il faut être un peu égoïste, et c'est ça que ça m'a appris en fait. Il faut être un peu égoïste, mais le bon égoïsme. Pas celui qui te fait dire il faut que j'ai plus que l'autre, celui qui te fait dire il faut que je pense à moi pour penser aux autres. Merci d'avoir écouté et merci à Adrien pour cet échange. Le sound design est de Siméo Moore. Je te dis à bientôt pour une nouvelle histoire.